Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Ville-Marie, Duhamel-Ouest et Lorrainville se lancent dans une démarche d'étude sur un regroupement de plusieurs municipalités du centre du Témiscamingue. Ça fait environ 1 an qu'on parle à Duhamel pour faire l'étude par le ministère pour voir s'il y aurait des avantages à fusionner Ville-Marie et Duhamel. Donc, on a commencé l'année passée. Eux, nous, on a une frontière commune avec eux, donc il faut commencer par eux. Eux ont fait le même exercice, mais avec les municipalités alentours, dont ils ont approché toutes les municipalités qui avaient une frontière avec eux pour demander s'il y avait de l'intérêt à fusionner. On parlait déjà à Lorrainville, parce qu'on a beaucoup à partager entre Lorrainville, Ville-Marie et Duhamel, donc on leur parlait déjà. Puis eux, ils ont fait une résolution pour dire qu'ils étaient prêts à faire l'étude aussi. Bien, normalement, c'est de faire des résolutions, se mettre d'accord, en discuter, voir les pour et les contre entre nous, puis de décider si on va de l'avant avec l'étude, demander au ministère de faire la suite avec... c'est sûr qu'ils vont travailler beaucoup avec nos directeurs généraux là, pour qu'on leur fournisse les chiffres puis toutes les données. On regarde surtout qu'est-ce qui peut être fait chez nous, quels services qu'on peut partager, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun pour maximiser aussi notre personnel, autant à Ville-Marie qu'aux les autres municipalités. Ça va nous permettre d'aller chercher du personnel de qualité aussi, parce que de plus en plus, les ministères ont des exigences, puis ça nous demande des gens compétents. Oui, il y a beaucoup d'ententes intermunicipales, mais il y en a tellement que ça vient lourd à porter. Donc, souvent, il y a, comme dans le Risit, on est 6 municipalités. Il y en a une sur les eaux, il y en avait une sur l'urbanisme. Il y en a différentes, mais souvent, il y en a qui embarquent, il y en a qui débarquent. Donc, puis ça demande beaucoup de gestion. Donc, on veut éviter toute cette gestion-là, si possible. Les avantages, c'est surtout de développer le territoire. Tu sais, on a beaucoup de services puis d'infrastructures qui se dédoublent un peu partout. La prise de décision, si on parle de nos 3 municipalités, on est 3 là, qui, chacun sur notre bord, pense pour notre ville, notre village. Donc, on pourrait mettre nos équipements en commun puis développer notre territoire comme il faut, puis mettre nos employés en commun puis nos équipements. Quand on pense aux équipements que ça nous prend pour le déneigement, les travaux publics, etc., je pense qu'il y a moyen de travailler les 3 municipalités ensemble, 3 ou les autres qui vont se greffer avec nous, si possible. Bien, l'idée provient, dans le fond, d'une demande de Duhamel-Ouest et Ville-Marie, qui ont approché diverses municipalités du centre. Dans le fond, les municipalités qui font partie de la Résit inter-incendie, de la régie inter-incendie, pour voir, dans le fond, en faire une étude pour quel avantage, quel désavantage en résulterait un regroupement comme celui-là. Alors, nous, Lorrainville, j'avais quand même songé un petit peu. On s'en était parlé, nous, le conseil à Lorrainville. On est en réflexion un peu cet été. À quoi pourrait ressembler pour nous un regroupement municipal si, pour nous, on était prêt à aller de l'avant? Quand la demande a surgi là, de la part de Duhamel-Ouest et Ville-Marie, bien, c'était unanime. La municipalité de Lorrainville, pour les conseillers conseillères, on était prêts à aller de l'avant pour une étude, parce qu'on dit bien c'est une étude. On ne veut pas alarmer les gens qu'on va regrouper ces municipalités-là demain matin. C'est vraiment de faire l'analyse de tout ça. Mais oui, Lorrainville est prêt à aller là pour essayer de justement regrouper des choses pour optimiser nos services avant tout. La pénurie de main-d'œuvre est présente pour tous, pour le niveau municipal encore plus grande, je vous dirais. Alors, justement, de pouvoir avoir ensemble, d'être capable de se payer un ingénieur ou ces choses-là, mais sans essayer de justement, chacun de notre côté, d'avoir notre petit quelque chose. C'est là que ça devient difficile d'essayer de suivre le bateau. Puis l'avenir le verra et c'est sûr que suite à l'étude, si les conseils municipaux décident d'aller de l'avant, bien, il y a un référendum et ces choses-là, la parole reviendra bien sûr aux citoyens et citoyennes de ces municipalités-là. La première étape de tout ça, c'est de vraiment travailler avec le MAMACH, qui est le ministère des municipalités, premièrement, c'est subventionné. C'est une aide qui nous est, c'est aucun frais à faire cette étude-là. C'est vraiment du temps, beaucoup de temps, pour nous les maires et mairesses, mais aussi pour nos directeurs généraux. C'est du travail ensemble, puis de passer beaucoup de temps là-dessus. Sinon, après ça, on verra. C'est l'analyse qui en ressortira. Là, comme je vous ai dit, c'est de voir si on décide d'aller de l'avant. Si là, oui, bien, c'est rencontres citoyennes. Il faut vraiment informer les gens. L'information est à la base de tout ça. C'est la clé. Alors, les prochaines étapes seront celles-là. Là, les pompiers, ça en est un bel exemple. Avec la régie, c'est un des plus bels exemples. Mais c'est de voir justement, il y a tellement de choses qu'on peut se partager, mais comme je disais aussi, la main-d'œuvre, je pense que déjà là, à la base, c'est que si on a une équipe municipale, bien, tu sais, cet employé-là a une force dans tel domaine ou lui dans tel domaine, mais justement de pouvoir
maximiser les forces puis que les gens travaillent ensemble. On est au tout début du processus. Écoute, les rencontres, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on travaille ensemble avec Ville-Marie dans les 2 dernières années. Puis on jase aussi entre municipalités. Puis on n'a pas eu de rencontre formelle pour ça. C'est vraiment une demande qui est survenue. On y a répondu. Fait que par la suite, là, les prochaines étapes sont là, mais on est vraiment au premier balbutiement de cette aventure-là. Bien, c'est sûr qu'on voit toutes les municipalités, les regroupements qui se travaillent ensemble. Oui, c'est sûr. On va peut-être aller justement se référer un peu à comment ça s'est fait à la Verlachère-Anglier, voir le fonctionnement et voir justement les avantages qu'ils en ont retirés de tout ça. Alors, ça fait partie de toutes les prochaines étapes, mais c'est dans l'air. Plusieurs municipalités l'ont en tête. On l'a lancé, puis par la suite, bien, seul l'avenir le dira. Le jeudi 6 février, nous procéderons au lancement du film Première Conquête au Cinéma du Rift. Un film qui a vu le jour grâce à l'initiative du réalisateur Sylvain Marcotte. Je te dirais, ça s'est passé tout de suite après qu'il ait gagné la Coupe. Je trouvais qu'on avait vécu des bons moments durant la série, premièrement. Puis ensuite, ça venait du fait que TV Témis avait été là depuis les tout débuts de l'équipe. Donc, on avait accès aux archives de toute leur histoire. Puis, c'était quand même également un événement que les Témiscamiens ont vécu d'une manière spéciale. Des championnats de sport au Témiscamingue, il n'y en avait pas eu beaucoup, que l'équipe la remporte puis que ça crée autant d'engouement. En fait, je trouvais que le contexte de l'équipe des Pirates puis du Témiscamingue, c'est un contexte particulier. Il y a une proximité entre les gens, entre les journalistes, les joueurs, l'organisation. On sait, le Témiscamingue, c'est assez serré. Je pense que c'est ça qui fait que ça donne une couleur particulière au film, contrairement à du hockey très professionnel comme la LNH, par exemple. Là, on était plus dans un contexte amical, puis comme on le voit souvent dans le film, les joueurs disent que les Pirates, c'est une famille. Il y avait cet aspect-là aussi que je voulais démontrer, l'union de plusieurs personnes dans un projet qui a réussi, puis qui a débouché sur une conquête de coupe, finalement. Je te dirais aussi, les séries éliminatoires qui les ont conduits jusqu'à la coupe ont été vraiment particulières, avec des événements dans les parties qui rendaient le hockey encore plus excitant. On le voit, on s'en rappelle, la foule à quel point était animée durant tout le long des séries. Je trouvais que le Témiscamingue, en général, avait vécu un événement particulier, puis je trouvais que c'était important d'en faire une sorte de somme, une sorte de... quelque chose qu'on va pouvoir regarder pour les 20 prochaines années, au moins, de revivre cette coupe-là qu'on a tant aimé vivre, finalement. C'est le genre de travail qu'il ne faut pratiquement pas compter son temps. Il faut comme voir le but final qui est de raconter une histoire. Puis on met le temps qu'il faut. C'est sûr, j'ai sous-évalué le nombre d'heures d'analyse parce qu'il y avait énormément de matériel, comme je disais, de tournage. C'est ça qui a été le plus difficile parce qu'au bout de 6 mois, on commence à en avoir assez d'entendre la sonnette de but, là. Non, beaucoup de travail, mais une fois que le travail est terminé, on dirait qu'on pense plus aux heures qu'on a mis dedans, là. Comme dans tous mes autres projets, ce que j'aime, c'est rendre aux Témiscamiens des événements ou peu importe, on le pense à la messe du chasseur ou les courses à la Verlachère ou le pont du Grasnao, il y a comme des grands mythes que je trouve important de mettre en valeur. Je pense que ça va être une belle soirée pour se remémorer tous les grands moments de l'équipe. Une belle façon de se revoir, de se raconter d'autres choses que finalement, qui n'est pas dans le film, mais que les joueurs sont au courant. Donc je pense que ça va ouvrir sur une discussion, ça va... tout simplement divertir, voir que ici comme ailleurs, on a le droit de vivre nos drames puis nos joies comme tout le monde, là. C'est donc une invitation le 6 février prochain, 18h30 au Théâtre du Riff. Une invitation de TV Témis. Soyez-y. Bilan de la campagne de financement de la Biennale internationale d'art miniature. Tous les détails avec Émilie Bécoté, coordonnatrice de l'événement. Oui, bien en fait, ça a un peu dépassé nos objectifs. On s'attendait à vendre une 50aine d'œuvres sur 150 et on en a vendu 70. Donc, pour nous, c'est sûr que c'est quand même un revenu supplémentaire pour organiser la prochaine biennale. Donc, on est très heureux là, du succès de l'événement.
Oui, tout à fait. Donc, ça va être le 15e anniversaire. Donc, on essaie de modifier un peu la formule. Puis, c'est sûr que quand on apporte des changements à un événement d'envergure comme ça, il y a des frais supplémentaires qui s'ajoutent. Donc, c'est le 15e anniversaire. On veut faire quelque chose de vraiment gros pour souligner l'événement. Donc, le fait d'avoir ce revenu supplémentaire-là nous permet de faire quelque chose là, à la grandeur du 15e anniversaire de la Biennale. Je pense que ça a vraiment été populaire. C'était une première édition. On a lancé l'information plus ou moins 3 semaines, 1 mois avant l'événement. Donc là, on se dit que si on le fait de manière récurrente, les gens vont prendre l'habitude de venir. Les gens, il y a toujours des acheteurs, évidemment, qui viennent pendant la Biennale, mais le fait de se procurer des œuvres à un moindre coût, on les vend 50 $ chacune, alors que pendant la Biennale, souvent, ça peut aller à 100, 150, 200 $. Donc, à ce prix modique-là, c'est certain que pour les collectionneurs là, qui sont fans d'œuvres d'art, c'est vraiment une belle occasion là, de grossir leur collection. Oui, bien d'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Évidemment, on a fait un appel aux artistes. Il y a beaucoup les artistes de la région qui ont participé et les artistes habituels qui participent à la Biennale, qui, je crois, malgré qu'ils soient étalés dans une vingtaine de pays, ont vraiment l'événement à cœur et participent à chaque édition. Donc, on avait nos œuvres d'artistes habituels qu'on a appris à connaître et qu'on revoit d'édition en édition. Donc, c'était très intéressant de voir l'évolution de leur travail aussi et quelle chance, justement, de les avoir à un prix modique plutôt que le prix habituel de la Biennale. Donc, c'était vraiment un bel événement. Le journal Le Reflet célèbre en 2020 ses 30 ans d'existence. Retour dans le temps en compagnie de sa présidente Karen Lachapelle. En fait, les 30 ans du journal Le Reflet. Selon toi, quels sont les grands moments qui ont vécu Le Reflet dans les 30 dernières années? Je dirais que c'était au niveau de la technologie. Il y a une époque, le reflet, on le faisait, on imprimait des feuilles, on les collait sur des plus grandes feuilles qu'on envoyait par autobus à l'imprimerie, qui nous revenait ensuite en journal papier. Avec l'arrivée d'Internet et toutes les technologies, on a vu une avancée des trucs qui nous prenaient des heures à faire, prend maintenant quelques minutes. Le fait d'envoyer le journal justement par Internet, c'est rapide, on ne se casse pas la tête comme on pouvait le faire avant, parce que c'est déjà arrivé que on avait été porter la boîte à l'autobus et que le chauffeur d'autobus avait oublié de ramasser la boîte. On avait dû aller à à Val-d'Or, porter le journal pour aller le rechercher. C'était un casse-tête à ce moment-là. Donc, je dirais que l'avancée technologique a vraiment été marquant pour l'histoire du reflet. Ou si on pense aussi juste aux photos. À l'époque, prendre une photo, c'était compliqué. Il fallait le faire finir. Tu allais mener ton film. Des fois, ça m'est arrivé, j'avais oublié de mettre un film. T'as pas de photos, pas de souvenirs. Plus compliqué maintenant avec l'arrivée des téléphones intelligents. Les gens peuvent nous fournir rapidement des photos. Même pour nous, on le voit si on a manqué notre coup ou non. Donc, c'est plus facilitant. Bien, l'époque noir et blanc, je trouve que c'est bien dit parce qu'à l'époque, le journal, avoir une couleur, c'était avec un plastique, on découpait, on collait par-dessus. C'était pas instantané. Et je me rappelle aussi quand on a passé et que le journal est devenu Process, c'était tout un événement. Maintenant, c'est banal. Et lorsque je raconte ça à mes nouveaux, je les appelle mes petits jeunes, même si je suis pas si vieille que ça, mais qui débarquent et qu'on leur explique que dans une époque, c'était pas ça, c'était pas facilitant, c'était compliqué. On imprimait, il fallait imprimer, il fallait coller, il fallait redécoller. C'est une évolution incroyable. Il y a des bons moves avec la technologie, il y a des bien moins bons moves, mais celui-là, je dirais que c'est ça qui a fait la différence puis qui nous facilite la vie au quotidien, là. Il y a des encore bons et moins bons. La technologie, au niveau avoir l'information est plus facile, avoir un contact est plus facile. Ça, c'est le bon coup. Moins bon, c'est que les gens pensent aussi que les réseaux sociaux, c'est ça, les nouvelles. Alors qu'il y a beaucoup de désinformation. Et hier, je parlais j'étais à la table des maires, avec leur comité de travail, on discutait de ça. Et je disais, oubliez pas jusqu'à quel point que si demain matin, que ce soit le Reflet, que ce soit CKVM, que ce soit la télé, que TV Témis ferme, trouvez un journaliste de Facebook qui va venir parler de vous. Donc, ce côté-là aussi de la technologie, c'est pas nécessairement bon et les gens l'oublient. Ils oublient que les médias du Témiscamingue, ce sont des gens qui sont là pour justement ramener des faits sur des gens d'ici. Que c'est pas je vois pas ça comme des médias communautaires. J'aime mieux l'idée de médias de proximité. Peu importe lequel, c'est ça l'important, c'est des médias de proximité.
Donc, oui, Facebook fait qu'il faut s'adapter, il faut être sur les réseaux sociaux, faut suivre la vague, mais je pense qu'il faut garder aussi la proximité qu'on peut avoir avec les gens avec un journal papier. Et à toutes les fois qu'on nous dit, ah, le journal papier est plus ou moins lu, mais après, tu as un téléphone d'une dame qui veut avoir la chronique de naissance parce qu'elle a eu une bonne nouvelle dans sa vie, elle a eu un bébé nœud, et là, elle veut garder son souvenir. Ou un jeune homme qui a eu un tournoi de hockey, qui ont gagné, on garde l'image en souvenir. Des trucs comme ça, on ne pourra jamais avoir avec les réseaux sociaux ou avec le web. Il y en a eu plein. Il y a eu des moments que on s'était mobilisé pour la commission scolaire à une époque. Il y a eu aussi la marche verte. Comment passer? On ne peut pas passer à côté. C'est un événement hyper marquant. Que ce soit la naissance d'un nouveau festival, que ce soit la rencontre avec des gens. Des fois, non, c'est pas ce qui est le plus marquant dans l'histoire, mais c'est des rencontres qui sont marquantes pour le journaliste ou pour moi, de s'asseoir et que les gens partagent. Entre autres, un événement qui m'avait beaucoup marqué, moi, c'est Madame Breen. On avait plein de commérages sur Madame Breen. On disait qu'elle était ici et ça. Et cet été-là, je faisais un portrait sur des maisons spéciales au Témiscamingue, dont le château à la Verlachère et la maison de Madame Breen, avant que ça devienne le domaine Breen. Et on m'avait dit que c'était pas une bonne idée d'aller la voir, que fallait que je m'attende au pire. Je me rappelle, il faisait extrêmement chaud. J'étais débarquée chez elle. Elle m'avait accueillie sur le balcon. Elle avait changé mon eau pour que qu'elle soit plus fraîche. Et on s'était mis à jaser de plein de trucs. Et je suis sortie de là éblouie. Et j'ai resté en contact avec elle jusqu'à son décès. J'allais la voir régulièrement. On discutait et j'avais été étonnée. Donc, c'est des rencontres, je dirais, les événements marquants pour moi, c'était les rencontres avec les gens. C'est ça qui fait la différence. Bien, de continuer à s'adapter à la réalité, d'être encore là après 30 ans. Dans les dernières années, on ne veut pas être pessimiste pour notre 30e anniversaire, mais dans les dernières années, on a vu beaucoup de journaux fermés, même ici au Témiscamingue. Donc, d'être encore là, de pouvoir avoir la chance de continuer d'informer les gens, je trouve que c'est déjà un événement marquant. C'est quelque chose qui est étonnant et on veut continuer à le faire longtemps. Ça faisait plusieurs années que la situation perdurait. Et je l'expliquais bien dans mon éditorial. On a un peu la pensée magique en se disant que ça va se régler. Au début, on pense qu'on est tout seul. On est tout seul au monde avec notre problème pour se rendre compte que plusieurs journaux ferment, que ça va pas bien. On a connu la crise. On a la commission parlementaire qui a sorti à l'automne en disant « Oh, finalement, oui, il y a un problème. » Et là, tu te rends compte que tu n'es vraiment pas tout seul dans ton bateau. Sauf que on n'en parlait pas et il y a un côté d'orgueil, j'imagine. On se dit, ah, ça va aller, on va régler ça. Et là, c'était rendu plus gros. Et on s'est dit, avant que ce soit trop tard, il faut en parler. Il faut le dire aux gens que oui, nous aussi, on est dans cette situation-là, comme les autres médias. Là, on parle des médias écrits, mais c'est les médias en général. Et que dire aux gens, si vous voulez les garder, vos médias, si vous voulez avoir encore cette chance-là, réfléchissez-y et aidez-le. Et on ne demandait pas la charité. Je suis sûre, là, je parle... Pour moi, je prêche pour ma paroisse, pour le journal, c'est ce que je connais. Mais on ne demande pas la charité. On dit juste aux gens, annoncez-vous. Utilisez ce médium-là pour vous annoncer, pour vous faire connaître, et ça vous revient. Parce qu'on le voit aussi. Les gens nous suivent, les gens nous lisent, nous écoutent, nous voient, et c'est ce qu'ils veulent. Mais pour ça, il faut que les gens s'annoncent. Il faut que les gens utilisent. On vit de publicité. Donc, on a besoin que les gens y croient. Et je me suis fait dire par un organisme, ou je me suis déjà fait dire, ah, ben pas besoin de mettre la pub, tout le monde le sait, sauf qu'ils nous demandent d'aller couvrir l'événement par la suite. C'est du donnant-donnant aussi. On veut parler de vous, mais aidez-nous. Malheureusement, personne ne vit d'amour et d'eau fraîche chez nous. Donc, il faut que ça avance, qu'on évolue. Et je pense que c'était là le cri du cœur. Je ne demande pas la charité, je dis juste qu'on a la chance d'avoir des médias indépendants au Témiscamingue. Utilisez-le. Et même, ça va même plus large que ça dans ma réflexion, on a des commerces, on a des trucs extraordinaires au Témiscamingue, mais des fois, on est un peu trop paresseux. On va faire appel sur le web, on va commander en ligne, alors qu'il y a des commerçants qui sont là et qui ont la gentillesse, qui vous accueillent, mais on l'oublie parce qu'on est dans un rythme de vie trop rapide ou peut-être un peu paresseux. Donc, c'est aussi à ce niveau-là que je fais réfléchir, mais pas juste moi, juste pour le beau Témiscamingue qu'on a, la chance qu'on a. Donc, c'est là mon cri du cœur, de dire aux gens, il faut protéger ce qu'on a. Et ce qui était le plus étonnant, je me doutais que les gens aimaient leur reflet, mais la vague d'amour qu'on a reçue depuis 2 semaines, tu fais comme « wow », on est « wow ». Et là,
Nous aussi, on est à réfléchir. Nous aussi, on est à s'améliorer parce qu'on n'est pas parfait, on est très conscient. Mais avec les gens, avec leurs suggestions, avec ce qui s'en vient dans la prochaine année, bien, on va pouvoir évoluer, avancer. Mais non, on n'est pas... on ne tirait pas la plug le 8 janvier, mais avant que, justement qu'on arrive là à la fin de l'année pour se dire ça suffit, on a épuisé toutes les ressources qu'on avait épuisées, bien, il fallait que le cri du cœur soit lancé. Ça a suscité beaucoup de réactions, que ce soit autant au niveau de la classe politique, fédérale, provinciale, municipale, que j'ai eu la chance de rencontrer tout le monde, de jaser avec eux, autant entrepreneurial et surtout les premiers, mes lecteurs. Nos lecteurs, monsieur et madame tout le monde, c'est grâce à eux que je suis là. Et si eux n'étaient pas intéressés, bien, ce serait fini, il n'y aurait plus de journal Le Reflet. Donc, les gens ont répondu, nous ont écrit, nous ont interpellés. Et ce que je trouve encore plus beau, c'est que plusieurs disaient, on n'est pas des liseux, mais, il y a toujours le mais on telle section dans le journal. Puis je comprends que les gens ne sont pas intéressés partout, que certains, le culturel l'intéresse moins, mais ils préfèrent le sport. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a que c'est les petites annonces, il y en a que c'est les chroniques de naissance. C'est vraiment plus large. Donc, que les gens disent, on l'aime, notre reflet, on veut le garder, bien, ça te dit, OK, on va pousser fort, on va interpeller les gens, on va les faire réfléchir, les sensibiliser sur l'importance des médias au Témiscamingue et de dire, il faut les garder, il faut travailler. Parce que le meilleur exemple, le journal Le Contact à Témiscamingue, malheureusement, a dû fermer, manque de moyens financiers. Il n'y en aura pas un autre. Il n'y aura plus d'autres journaux à Témiscamingue. On ne peut pas repartir la roue, on ne peut pas... C'est difficile et on le sait que demain, un des 3 ferme sur notre territoire ici central, bien, ça va être très difficile à recommencer. Pour les gens qui me connaissent, le savent que j'ai toujours un plan B ou presque, ou un plan C. Entre autres, moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs équipes de travail, d'avoir plus qu'une entreprise. Donc, tous les employés, peu importe que ce soit pour l'imprimerie, la maison d'édition, se sont autour de la table et justement, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on le fait? Comment qu'on peut s'améliorer? Comment qu'on va le chercher? On a eu aussi une excellente nouvelle. Ça ne peut pas être toujours noir. Et on a appliqué sur un programme qui est fait pour du journalisme, pour les médias écrits, pour des journalistes en région qui disent isolés. Et on a eu un montant d'argent, on a eu une aide financière pour engager justement un journaliste, donc qui rentre en poste dans les prochaines semaines. Il y aura une nouvelle journaliste au sein de l'équipe, mais qui va me permettre aussi de conserver l'équipe de journalistes pigistes que j'ai montée pour avoir encore une plus grande diversité, pouvoir couvrir encore plus le journalisme civique, en ce sens, ce qui est municipal, ce qui est, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation. Avec ce nouveau poste-là, bien, ça va nous permettre d'aller encore plus loin, mais pas nécessairement tout dans le journal papier, parce qu'on a une limite de pages par rapport au coût, parce que c'est quand même très, très dispendieux, un journal papier, mais on va pouvoir alimenter notre site Internet davantage. On va pouvoir être encore plus présent. Donc ça, c'était déjà notre première bonne nouvelle en disant, bon, on continue. Et comme je disais, avec les différents paliers de gouvernement, bien, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, comment qu'on peut le faire. En mode solution, on veut faire une concertation avec les gens pour voir la façon qu'ils lisent. Ils lisent plus papier sur le site Internet, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas, qu'est-ce qui manque, pour qu'on puisse justement réadapter et voir évoluer là-dedans. Parce qu'on ne peut pas penser que c'est pas la même chose que ce que je faisais, moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, ou quand je l'ai acheté, tu sais, il y a 18 ans, on avait cette limite-là. Maintenant, la limite est c'est grand, et c'est à nous aussi de nous adapter. On a notre mea culpa à faire là-dessus, à s'adapter aux réseaux sociaux, à être encore plus présent. Mais oui, on est en mode solution. On discutait de projets, entre autres, avec TVT Miss. On disait, on pourrait-tu partager des choses? On pourrait-tu faire plein de trucs ensemble? C'est d'unifier le tout pour que ça continue. Et même, juste plus loin dans ma réflexion, est-ce qu'on garde l'entreprise est à moi? Oui, le journal Le Reflet est à moi. Mais est-ce qu'on garde cette forme juridique-là? Est-ce qu'on la change? On va vraiment évaluer toutes les pistes parce que le journal Le Reflet est beaucoup plus grand que moi. Le journal Le Reflet, c'est pas Karen Lachapelle. Le journal Le Reflet, c'est Témiscamien. Et les gens l'ont senti très interpellé parce qu'il y en a même des gens qui sont offerts pour... J'ai du temps pour corriger un journal, je peux vous aider. Donc, on voit l'intérêt. Donc, c'est pour ça qu'on va le réfléchir. Mais oui, on est déjà en piste de solution pour qu'on ait une super belle année. Le cri du cœur était là, il est nécessaire et il est vrai. Mais en même temps, on perdra pas notre
notre rayon de soleil ou notre façon de voir la vie, parce que nous, avec le reflet, oui, on veut montrer des belles choses et on va continuer à les montrer. Et on n'est pas en mode à pleurer en boule en dessous de notre bureau. Au contraire, mais on a besoin des gens, on a besoin de la population, on a besoin des Témiscamiens pour que le journal continue. Le reflet, c'est un outil incroyable qui appartient de cœur aux Témiscamiens, que ça continue comme ça. Et j'ai une chance extraordinaire, j'ai une équipe de travail vraiment géniale et je suis entourée de gens géniaux. Donc, je pense que c'est ça que je souhaite pour le reflet, juste de continuer à se battre et pour pas survivre, mais bien vivre. Continuer à développer des projets et j'aimerais ça que ça soit encore plus flyé dans l'avenir. Donc, aller chercher des collaborateurs, des partenaires pour que ce soit plus grand. Je souhaite que le reflet, comme je dis, soit en santé financière, mais aussi d'avoir beaucoup de plaisir avec. Une 55e édition du Carnaval de Lorrainville couronnée de succès. Retour sur les moments forts en compagnie du président du comité organisateur, Simon Gélina. Un véritable succès sur toute la ligne. Jusqu'à présent, écoutez, les 2 premières fins de semaine ont été vraiment formidables. Les gens ont répondu à l'appel en très grand nombre. On a commencé tout ça avec le spectacle de Salle-Barbe, le 17 janvier. Ça a été une soirée vraiment, vraiment plaisante. Un groupe généreux. Ils nous ont amenés dans leur monde acadien, puis vraiment une belle soirée. Pour commencer, la course de souffleuse, malheureusement, elle ne s'est pas tenue. On n'a pas assez de neige cette année. Fait on avait des inscriptions, mais la neige n'était pas au rendez-vous cette année. Alors, on a dû la repousser à l'an prochain. Mais pour les nouveautés, on avait la course des tucs cette année qui était formidable et qui a organisée avec les ambassadeurs et ambassadrices, avec descente en kayak dans la pente. On avait plein de choses. C'était vraiment été apprécié. C'est une course familiale. Les sous amassés ont été remis à la ressource dans l'après-midi même. Alors, on a ramassé un montant de 500 $ qu'on a pu remettre à la ressource. Vraiment, ça a bien débuté notre journée du dimanche. Après ça, bien sûr, c'est sûr que ce qui a entamé la course là, des motoneiges, c'était avec nos ambassadeurs et ambassadrices, encore une fois. Alors, 2 courses là, à coût de 5 ambassadeurs par course. Première course a été gagnée par Réjeanne Manceau de Notre-Dame-du-Nord et l'autre course par Patrick Tanguay-Dumas de Témiscamingue. Alors, vraiment, c'était le fun, c'est du plaisir. C'est familial. Dans la journée, écoutez, les spectacles de trap freestyle, les sauts de motoneige, les gens peuvent avoir vu les photos circuler sur les médias sociaux. Écoute, c'est un spectacle, c'est dur, c'est nerfs, je te dirais. Il y en a beaucoup qui je suis plus capable de regarder. Ils ont peur qu'ils tombent. Mais c'est vraiment, vraiment quelque chose de beau à voir. Écoutez, merci à tout le monde. Tout ce que je veux dire, c'est merci à tout le monde qui a répondu à l'appel. Le super spectacle était complet à 435 personnes. Ensuite, il y a rentré 300 personnes dans la soirée qui s'est rajouté pour venir voir les spectacles de Rick Pagano, Raphaël Leroy et Famous Live Band. Écoutez, ils ont été d'une générosité incroyable. 2h30 de show non-stop avec une panoplie de tous les styles, ils les ont tous passés. Les gens ont resté avec nous jusqu'à 2 h du matin pour écouter ce groupe-là. La salle est restée bondée jusqu'à cette heure-là. Et bien sûr, on a couronné notre reine de la 55e édition. On tient vraiment à féliciter Fanny Poulain de Ciel-Marine Ferron de Ville-Marie, qui a été élue la reine. Et écoutez, ça s'est joué très, 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 très serré jusqu'à la fin. 6 ambassadeurs avec chacune et chacun un. On aurait pu avoir un roi cette année quand même. Il a passé à un ballon d'avoir un roi. Ça s'est joué du coup jusqu'à la fin. Une belle harmonie parmi tous ces gens-là. On sentait aucune compétition. Tout le monde était content pour Fanny. Ils ont travaillé très fort. Les 4000 billets de tirage ont été vendus. Mais on travaille fort aussi, je vous dirais, pour maintenir une offre vraiment familiale pour tous les goûts, pour attirer les gens, de se renouveler à chaque année, pour avoir de la nouveauté. Puis cette année, je pense que le secret aussi, c'était la température. Là. On était vraiment chanceux. Là. L'année passée, on avait moins 35. Cette année, on aimait bien avoir un peu plus doux, avoir un peu les bottines humides que d'avoir trop froid. Mais écoutez, je pense que tout ça a joué en notre faveur.